Vous écoutez Apérosexo, un podcast animé par une professionnelle en sexologie. Ici, on parle de dating, de relations, de break-up, de célibat. Tout au long de la saison, je vais recevoir des experts, des expertes, des invités du monde de l'influence. On est là pour vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. La saison 4 du balado est présentée par nos deux partenaires officiels. Séduction, c'est bien plus qu'une boutique érotique. C'est un espace d'exploration, de plaisir, de découverte où chacune est invité à vivre sa sensualité librement dans un esprit d'ouverture. Vous pouvez utiliser le code promo APÉRO15. On a aussi Cul-de-sac, qui est les jeux de discussion créés par Apérosexo. Toutes les questions ont été rédigées par deux professionnels en sexologie, dont moi. Donc, que ça soit pour jouer en couple, en date, entre amis, c'est des jeux de conversation pour avoir des vraies conversations, des deep talks avec nos proches. Vous pouvez utiliser le code promo podcast10. Le lien vers les sites web de nos deux partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Hello tout le monde! Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale, Anne-Élisabeth Lapointe. Tu es directrice générale de la maison Jean Lapointe et du Centre québécois de lutte aux dépendances. Vous possédez 25 ans d'expérience dans le domaine des dépendances et de l'usage des substances. Tu es activement impliquée dans la collectivité et sièges sur plusieurs conseils d'administration et de comités d'experts. En plus de donner des conférences et des formations en lien avec la dépendance, tu donnes aussi le cours d'éthique dans le programme d'études en intervention en dépendance de l'Université de Sherbrooke. Tu détiens aussi un baccalauréat en communication, un diplôme en gestion, un certificat et un deuxième diplôme de deuxième cycle en toxicomanie ainsi qu'en éthique. Bienvenue au balado. Merci. C'est une grosse présentation, hein? Vraiment, vraiment, oui. Voilà. Est-ce que j'ai presque tout touché? Tout. OK, j'adore. À part peut-être mon passé en théâtre. Je pense que ça, j'en parle pas, mais oui, à travers tout ça, là, il y a des études, un séjour à New York où j'ai étudié en théâtre, ouais. Fait que là, il aurait fallu un petit... Non, mais j'en parle pas souvent. Ouais. Mais je me suis dit, ouais, c'est ça. Ouais. Mais tout est vraiment dans le thème des dépendances. Pas mal. C'est quoi qui t'a poussé à suivre ce chemin-là, autant avec la maison que dans tes études? Oui, bien, tu vois, donc le fait que je te dise que j'ai étudié en théâtre, c'est que, donc, moi, mon père, c'est Jean Lapointe. Donc, Jean Lapointe qui a été quelqu'un dans le domaine artistique. Et plus jeune, je voulais suivre les traces de mon père. Et lui, dans son parcours, il a eu des problèmes d'alcool, il s'est rétabli. Il a fondé la maison Jean Lapointe, puis la fondation Jean Lapointe. Et pendant que j'étais à New York, j'ai étudié en théâtre. Et j'ai rencontré quelqu'un qui étudiait en intervention en dépendance. Et moi, je pensais qu'il fallait avoir eu un problème de dépendance pour travailler dans le domaine. Puis cette personne-là m'a dit, ben non, pas du tout. Il existe des études, puis c'est reconnu aujourd'hui que ça peut être aussi pertinent, même si tu n'as pas eu de problème. Et j'ai gradué de l'école de théâtre. Je suis revenue à Montréal, puis je me suis inscrite. Puis ça, comme... C'était ça, dans le fond. Je voulais suivre les traces de mon père, mais pas dans le milieu artistique. C'était plus dans le domaine là, des dépendances. Fait que directement après les études en théâtre, t'es revenu ici. Ouais. Puis tu t'es lancé plus dans tout ce qui touche aux dépendances. Absolument. Et penses-tu que si c'était pas de ton père, t'aurais fait ce choix-là ou pas du tout? Probablement pas. Okay. Moi, je pense que c'est le fait d'avoir compris, connu la problématique, l'avoir vécu de par mes parents, d'avoir vu le rétablissement de mon père, d'avoir été bénévole à des événements. Je pense que c'est quelque chose, évidemment, qui me touchait beaucoup, mais je pensais pas que c'était quelque chose que je pouvais faire, étant donné que j'avais pas eu de problème. Et donc, quand j'ai su, là, je me suis dit, oh mon Dieu, ben peut-être que je pourrais faire ce métier-là. Fait que j'ai fait mes études. Je n'étais pas convaincue. Je me disais, oh mon Dieu, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Je suis allée faire un stage pendant 6 mois, puis le stage a confirmé que c'était réellement ça que je voulais faire. C'était où le stage? C'était dans une clinique, la clinique du Nouveau Départ. Puis c'était très varié comme clientèle. Vraiment, les ambulanciers, la police débarquaient souvent parce qu'il y avait vraiment des psychoses, puis tout ça. Puis je me suis dit, ouais, non, je me sens chez nous, là. Je pense que c'est ça. Je suis faite pour travailler dans ce domaine-là. C'est pas une clientèle qui m'effraie. C'est pas... Je sens que je suis capable d'avoir la distance thérapeutique. Tu sais, il y en a qui se brûlent facilement en faisant la relation d'aide. Moi, j'ai fait, non, je pense que ça, je vais être capable. Puis comme de fait, puis j'ai un amour pour ces gens-là qui me motivent tous les jours, finalement. Puis même si toi, t'as pas vécu cette dépendance-là, est-ce que d'avoir eu quelqu'un dans ton entourage aussi proche fait de toi
selon toi, une meilleure intervenante, une porte-parole pour en parler? Je pense que tu as une position qui est quand même différente. Ça aurait... C'est pas nécessaire. Pour moi, je pense que oui, je pense que la connexion se fait de cette façon-là. J'ai jamais eu de client qui s'est dit, ben, tu seras pas capable de m'aider parce que tu comprends pas ce que j'ai vécu. Je pense que j'ai ma crédibilité quand même. Oui, mon parcours personnel, les études, puis évidemment l'expérience, là. L'empathie aussi, j'imagine, par le fait justement d'avoir eu quelqu'un, d'avoir fait un stage, puis d'avoir vraiment parti du vécu des gens pour aider. C'est très différent quand tu as passé de... T'étais pas sûr à l'école, puis après tu fais le stage, puis là tu connectes vraiment avec l'humain, puis ça a comme confirmé ton intérêt. Ah, mon Dieu, mais tellement. Tellement, parce que le reste est théorique, hein? Fait que oui, j'aime ça, oui, je comprends. Mais après ça, tu sais, de côtoyer la clientèle, oui, c'est vraiment venu vraiment confirmer que c'était ma place. Je pense que c'est surtout ça. Oui. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, donc j'ai recueilli les témoignages des abonnés sur Instagram qui nous ont confié leurs expériences sexuelles sous l'influence de cannabis ou d'alcool. Puis la raison pour laquelle j'ai choisi cannabis et alcool, c'est parce que c'est en général les substances qui sont le plus largement consommées. On a évidemment le chemsex qui est une pratique qui est, oui, aussi d'avoir de la sexualité sous influence de drogue, mais c'est plus des drogues qui sont que consommées dans le contexte de chemsex qui touchent moins de personnes largement. Donc, mon but, c'était vraiment de faire un épisode qui touche le plus de personnes possible et d'avoir une posture de OK, est-ce que j'ai une saine consommation? Est-ce que j'ai une consommation que je me dis, ben là, c'est pas une dépendance, mais après, j'y pense, puis toutes mes expériences sexuelles sont sous l'influence. Fait que c'était un peu comme le but de démêler tout ça et on va pouvoir y réagir ensemble et de voir aussi, est-ce qu'on a des conseils, des solutions? Parce qu'il y a des expériences positives comme il y a des expériences négatives aussi là, à travers les témoignages. Absolument. Donc, on y va, on commence. Premier témoignage. Quand j'ai une relation sexuelle avec une nouvelle personne, je suis presque incapable d'être sobre. Je dois avoir bu avant. C'est-tu quelque chose qu'on entend souvent, selon toi? En fait, ce qui est intéressant du fait que tu as décidé d'aborder ce sujet-là, c'est qu'on n'en parle pas. C'est pas quelque chose qu'on entend. Je suis vraiment contente de voir qu'on a des témoignages, des personnes qui se sont senties à l'aise de partager ça. Moi, je te dirais que c'est probablement quelque chose qui est beaucoup plus fréquent qu'on pense. Personnellement, il y a plusieurs années, j'avais rencontré quelqu'un, puis j'étais comme nerveuse parce que ça faisait des années que j'avais pas eu de relation intime. Et j'ai une copine qui m'a dit, ben prends un verre de vin, assure-toi de prendre, tu sais, ça va peut-être t'aider un peu, ça va te dégêner, tout ça. Et ça m'est resté, ce commentaire-là, qui se voulait bienveillant, normal. Mais après ça, je me suis questionnée beaucoup par rapport à cette pratique-là parce que je pense qu'on est plusieurs à avoir eu des relations sexuelles où on a décidé par nous-mêmes ou par le conseil de quelqu'un d'autre de prendre un verre d'alcool ou plusieurs, là, peu importe, avant d'avoir une relation sexuelle en se disant justement on connaît les effets de l'alcool et que ça va nous aider. Donc, je pense qu'il y a comme, sans même que ce soit quelque chose de très partagé, il y a quelque chose intérieurement qui est très normalisé de cette pratique-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben là, oui. Mais... Moi, je lis ça, puis je repense à quand, justement, je datais plus. Et toutes les dates, pratiquement, c'était « Hey, on ira prendre un verre » dans les premières dates. Puis après, s'il y avait sexualité, souvent, le lendemain, j'étais comme « Ouf, je pense que si j'avais pas bu, j'aurais pas eu de relation sexuelle. » Puis ça a été confirmé parce que peu de temps après, j'ai réalisé que d'avoir de la sexualité à mes premières dates, c'est pas quelque chose que je voulais. Quand j'ai arrêté de boire de l'alcool, tout court. J'ai juste arrêté de boire de l'alcool. Là, ça fait 3 ans que je bois pas d'alcool. Pas parce que ça a déjà été problématique du tout. J'ai vraiment été jamais quelqu'un qui consommait. Mais c'était tellement banalisé de consommer de l'alcool
Et je me rendais compte que, entre guillemets, je me forçais socialement. Donc, si on allait au resto, si on allait souper entre amis, prendre un verre, qui est quand même... tu sais, il y a une culture quand même à Montréal partout, là, de consommation régulière, normalisée. Puis je pense que j'ai vraiment embarqué dans ça jusqu'à temps que je sois comme, mais finalement, moi, si c'est juste de moi, je prendrais une tisane puis un grand verre d'eau. Là. Fait que j'ai juste arrêté. Puis on dirait que, vu que je m'étais mis cette règle-là, j'arrête, les gens posaient comme plus de questions. Ils étaient comme, OK, c'est correct, tu sais, t'arrêtes, ou tu sais, les gens qui me connaissaient. Versus avant, on dirait que je me forçais, c'est ça, à consommer. Puis j'étais comme, bon, je prends un verre. Puis après, tu te rends compte que dans ta semaine, t'as eu 3 activités sociales, t'as bu 3 fois, par exemple. Fait que là, quand j'ai arrêté, on dirait que tout le monde était comme, OK, à l'arrêt, personne posait des questions. Et quand j'avais des dates, j'avais plus de sexualité avec les gens parce que je vivais le malaise, la gêne, ça sera pas confortable. Je le vivais à comme 100%. Je me rendais compte que pour moi, ça m'en prenait vraiment plus que une connexion avec quelqu'un était plus importante pour moi sur du long terme que juste, c'est ça, d'avoir la sexualité la première fois. Donc, j'ai vécu là, vraiment le côté comme malaisant avant d'avoir une relation sexuelle en étant sobre. Et j'ai commencé aussi à faire des dates le jour, en journée. Fait que c'était comme complètement différent. Puis j'ai vu à quel point le contexte où le nombre de fois où moi j'avais de la sexualité, c'était 2 mondes, vraiment. Fait que ça a été ça, moi, personnellement, mon rapport à la consommation dans le dating puis à la sexualité. Je trouve ça vraiment intéressant, tu sais, puis tu dis d'avoir des dates peut-être 2 jours, on va aller prendre un café, on va aller prendre une marche, on va faire une activité, peu importe, on va aller faire du yoga. Puis c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est non plus très fréquent. Oui, pendant la pandémie, il fallait être créatif, là. Mais tu sais, je pense que la plupart des gens, si tu leur dis, on va aller sur une date, c'est implicite. On va prendre un verre. 100%. Et ça va nous désinhiber de toute évidence. Et il arrivera ce qui arrivera. Mais je pense effectivement que la pensée de se dire, je vais aller sur une date où il n'y aura pas d'alcool, on associe ça aussi avec, ça va-tu être plate ou malaisant, comme tu l'as dit. Puis oui, c'est sûr que oui. Si vous êtes 2 à ne pas consommer, au moins, vous êtes à la même longueur d'onde, là. Alors qu'il y a l'espèce de décalage, si tu vas sur une date, l'autre personne consomme, toi, tu ne consommes pas. Ça, puis il y en a beaucoup qui le font. Moi-même, je le fais. Puis c'est sûr que ça vient créer quand même un malaise. Puis quand les 2, vous consommez pas, la triste réalité, c'est que ça se peut que tu sors de ta date puis tu te dises « Hey, il me semble que c'était moins festif, c'était moins arc-en-ciel. » Par contre, quand tu consommes les premières dates, oui, tu vas peut-être avoir ça au début, mais à un moment donné, tu vas continuer puis tu vas voir la personne le jour puis dans un contexte où c'est pas festif. Donc moi, j'ai réalisé aussi que ça me permettait de faire un triage plus rapidement des gens que je datais parce que j'avais vraiment l'image, la sincère image de la personne. Puis, en général, c'était pas ça que j'avais là, quand je consommais ou quand l'autre consommait, parce que oui, on était désinhibés, oui, c'était dans un contexte festif. Donc, je me disais facilement, il y a vraiment une connexion. Juste parce que les 2 ont consommé, mais je m'en étais pas rendu compte avant d'arrêter. Mais oui, puis je pense que c'est la réalité, là. Alors, j'ai l'impression que ça contribue aussi au fait qu'on fréquente beaucoup, on se tanne vite, puis on passe à autre chose. Puis, c'est probablement le fait que tu consommes aussi qui vient affecter un peu ton jugement aussi. Ouais. Mais oui, effectivement. Puis si on revient au témoignage, tu sais, la personne parle d'une relation sexuelle avec une nouvelle personne. Fait que c'est comme un pansement à court terme de se dire, OK, je vais consommer, donc je vais être moins gênée. Puis à long terme, je vais devenir de plus en plus à l'aise avec la personne, donc j'aurai plus besoin de consommer. Mais toutes les étapes qui suivent, tu vas avoir besoin de les faire de toute façon, tu sais, pour avoir confiance en la personne et tout ça. Donc, d'avoir une relation sexuelle, une première relation sexuelle sans avoir bu avant, ça te permettrait vraiment tout de suite de voir s'il y a une connexion, si tu es à l'aise avec la personne, versus là, tu vas t'inventer une connexion. C'est vraiment ça qu'on sent. Absolument, absolument. Puis c'est aussi que rapidement, je pense que tu fais l'association avec le fait de consommer puis d'avoir une relation sexuelle, ce qui fait que probablement que tu penses que tu n'es peut-être même pas capable d'avoir une relation sexuelle sans avoir consommé. Tu sais, ça dépend, là, ça, c'est peut-être pas le cas du témoignage, là, mais il y a ça également. C'est qu'est-ce qui fait que
en partant, tu penses qu'il faut que tu aies besoin d'alcool pour avoir une relation sexuelle. Je trouve qu'au niveau cognitif, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Si la personne est prête à se regarder et à réfléchir là-dessus, c'est d'aller comprendre, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est réellement la seule façon pour toi d'être désinhibé? Est-ce que tu te mets une pression qui n'est pas nécessaire? Est-ce que c'est que quand tu es à jeun, il y a un blocage, puis le blocage peut être physique comme psychologique. Tu sais, il y a tout ça là, derrière. Ben oui, parce que c'est tout un bagage que tu traînes puis tu t'inventes qui n'existe pas en consommant, mais après, tu vas le vivre quand même. Là. Fait que c'est très temporaire comme effet. Mais également, c'est parce que toi, tu sais, ce que tu dis, c'est admettons que tu continues la relation avec la personne, puis un moment donné, c'est sûr, là, peut-être que ça va se passer le matin, l'après-midi, puis tu n'auras pas nécessairement toujours un verre d'alcool. Mais il y en a pour qui ça va être ça. Ça va être qu'à chaque relation intime, sexuelle, il va falloir l'alcool. C'est où la ligne entre j'en ai besoin les premières fois, puis après ça, la confiance, la complicité, tout ça s'installe. Mais il y en a que j'ai connus, c'est même peu importe. Ils vont trouver des raisons de ne pas avoir de relation sexuelle s'il n'y a pas d'alcool, même avec le partenaire ou la partenaire. Enfin, je pense que c'est là qu'il faut se questionner aussi. Ben oui, c'est sûr. Prochain témoignage. Il y a 3 ans, ma sexualité était constamment accompagnée de la consommation d'alcool. J'utilisais beaucoup Tinder et la plupart de mes dates avaient pour habitude de m'inviter au bar. Alors, nous étions souvent sous influence de l'alcool. D'un côté, ça m'aidait à me mettre à l'aise d'un point de vue social, mais de l'autre, la qualité de mes rapports était vraiment moins atteinte au niveau des sensations. C'est comme si je les ressentais moins, alors que je ressentais beaucoup moins de plaisir lors de mes rapports. Donc là, il y a la première partie du témoignage qui fait un peu un parallèle avec tout ce qu'on vient de dire. Puis la deuxième partie, l'alcool a quand même un effet évidemment sur les sensations puis sur le corps. Donc, on en comprend que elle, en ayant des relations sexuelles sous influence d'alcool, elle ressentait moins le plaisir. Il y a au niveau un concept, évidemment, quand on parle de consommation, qui est la loi de l'effet. La loi de l'effet, c'est la personne. La loi de l'effet touche la personne, la substance consommée et le contexte. Pourquoi c'est important là, que j'en parle? C'est que la substance, dépendamment si c'est l'alcool, le cannabis, le GHB, la cocaïne, peu importe, va avoir un effet différent sur toi de par sa nature. L'alcool, c'est un dépresseur. Et ça va dépendre de la personne. Est-ce que je suis une femme? Quel âge j'ai? Je pèse quoi dans la vie? Comment est-ce que je réagis à telle substance? Et il y a le contexte. Ça se passe dans quel contexte, la consommation? Et ça va affecter l'expérience que tu vas avoir. Donc, dans ce témoignage-là, c'est ça qu'on voit, là. L'alcool, c'est un dépresseur. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça ralentit le fonctionnement du cerveau. Oui, ça va désinhiber. Oui, ça se peut qu'il y ait un moment où il y a du plaisir, mais c'est un dépresseur. Fait que ça le dit l'effet que c'est censé avoir. Mais l'aspect qui est intéressant, c'est que pour elle, il y a la notion de plaisir qui semble pas être ce que d'autres personnes peuvent vivre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, de ce que j'entends, probablement que l'alcool, c'est probablement pas la bonne substance à consommer quand tu vas avoir des relations sexuelles. C'est peut-être qu'il ne faut pas que cette personne-là en ait du tout, là, une consommation. Ça va avoir... si elle veut ressentir ce qu'elle cherche à ressentir lors d'une relation intime. Ce qui fait que dans son cas à elle, c'est probable, elle serait mieux de s'abstenir carrément, là. Puis d'essayer de trouver une autre façon de ressentir ou de retrouver le plaisir qu'elle cherche, je pense. Puis on comprend que c'était un pattern du passé et que maintenant, ça semble être différent parce que tout est comme au passé. Mais effectivement, on entend que pour elle, elle a moins de sensibilité, ce qui est quand même aussi commun quand on consomme de l'alcool et en ayant de la sexualité après, qui n'est pas l'effet de toutes les autres drogues, là, pas du tout, mais effectivement, l'alcool, c'est quand même quelque chose qu'on entend.
que parfois l'éjaculation aussi est retardée parce que justement la sensibilité est moins accrue puis le corps est moins rapide, là, tu sais, il réagit moins vite. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose qu'on entend. Mais après, ça peut être positif comme ça peut être négatif, là, cette consommation-là. Oui, oui, vraiment. Parce qu'il y en a pour d'autres, au contraire, ils vont sentir qu'ils ont plus de plaisir. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus désinhibés, ils vont peut-être prendre plus de risques, essayer des choses qu'ils n'essaieraient pas. Mais dans le cas présent, donc on voit que non, il y a comme une perte de plaisir, là. Puis cette personne-là pourrait augmenter à ce moment-là le nombre. Parce que c'est ça qu'on fait dans la vie. Tu sais, la première fois que tu prends un verre, puis tu es un peu pompette, c'est bien le fun. La deuxième fois, peut-être juste un verre suffit pour que tu sois pompette, mais assez rapidement, ça va en prendre un deuxième, puis un troisième. Mais là, l'alcool, tu peux pas faire ça aussi longtemps parce qu'à un moment donné, bien, comme tu le dis, bien là, c'est sûr que là, bien, t'es carrément en état d'ébriété, ce qui fait que peut-être que là, c'est encore plus difficile là, d'avoir des relations sexuelles. Là. C'est un point tellement pertinent, je trouve, parce qu'effectivement, là, dans son cas, on voit que ça l'affectait son plaisir, mais pour quelqu'un d'autre, que ça affecte le plaisir ou les sensations va être beaucoup moins important qu'au contraire, que ça affecte la désinhibition puis la prise de risque. Donc, on peut voir comment, dépendamment de la substance, ça va affecter différemment la personne, mais aussi, ça va venir combler ou enlever quel besoin. Donc, c'est intéressant de le voir de cette façon-là. Complètement. D'où l'importance de se questionner. Pourquoi est-ce que je tiens à consommer, que ce soit de l'alcool, cannabis ou autre, avant d'avoir des relations sexuelles? C'est ça la question qu'il faut se poser. Puis ça prend un moment, des fois, d'être capable d'y répondre aussi de façon honnête. Oui, ça prend du courage. Oui, mais oui, c'est quoi que je viens essayer de m'empêcher de vivre ou de ressentir en consommant? Oui. J'ai beaucoup d'amis qui me demandent « Rosie, qu'est-ce que tu me conseilles, là, vraiment comme ton produit préféré sexu? » Ma réponse est la même depuis les 5 dernières années, depuis le moment où j'ai compris ce que c'était. Ça a changé ma sexualité. Je utilise ce produit à toutes mes relations sexuelles, sans exception. Et vous l'aurez deviné, ou pas, le lubrifiant. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir une sexualité sans lubrifiant. Je ne sais pas, sincèrement. Et là, Séduction m'a envoyé 2 lubrifiants récemment que j'ai pu tester. Le lubrifiant à base d'eau de Floravie et le lubrifiant à base de silicone, puis là, j'espère que je le dis bien, de Uberlube. C'est une bouteille en vitre, c'est beau. Et je veux vous parler de 2 lubrifiants parce qu'un lubrifiant à base d'eau va pouvoir être utilisé avec des jouets en silicone. Et le lubrifiant de Floravie, ce que je trouve vraiment nice, c'est que vous avez un format de 30 ml. Fait que si vous voulez juste l'essayer, c'est sûr, vous allez l'aimer comme moi. Mais vous pouvez quand même commencer par un petit format. Il est au prix de 6,92. Il est sans parfum ni alcool, donc il est parfait pour les peaux sensibles et il est pas collant. Puis là, tantôt, justement, je suis allée sur le site de Séduction et j'ai vu l'avis d'une cliente. Fait que là, je me dis, je vous avais le mien et voici ce que la cliente a écrit. J'ai essayé le lubrifiant à base d'eau Floravie et j'ai vraiment été surprise par sa texture. Il est léger, ne colle pas du tout et se nettoie facilement. Donc, honnêtement, il vous faut absolument ce lubrifiant-là. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai tout le temps un à base d'eau et un à base de silicone. Moi, j'adore celui de Uberlube. La texture est légère, soyeuse, non grasse, non collante. Et un lubrifiant à base de silicone, vous pouvez l'utiliser pour tout, sauf avec des jouets en silicone, parce que sinon, ça va abîmer les jouets. Et ça glisse, c'est comme infini, là, genre ça sèche pas. En tout cas, moi, je suis bien fan. Et vous avez évidemment le code promo apéro15 sur le site de séduction.ca. Mon plaisir coupable, c'est de mélanger le cannabis et le sexe. Je suis pas une grande consommatrice, mais j'ai mélangé plusieurs fois les deux parce que je trouve ça honnêtement trop le fun physiquement. Je ressens les sensations tellement plus intenses. Genre, j'ai demandé à mon ex de me faire des massages et de me manger et je te jure, je me suis jamais sentie autant en extase. On avait aussi essayé des edibles avant de coucher ensemble et c'était aussi une expérience intense, où on sentait que nos corps se fusionnaient ou qu'on était un peu dans une autre dimension. Le temps n'existait plus. Mais bien sûr, il faut toujours faire attention parce que des fois, on en avait trop pris et on s'endormait à moitié durant l'acte. Pour de vrai, à des personnes qui en prennent des fois et qui réagissent bien, je le conseille presque. 3 petits points. C'est intéressant parce qu'elle envoie un message c'est une femme? Oui. Elle envoie quand même un message de
genre, faites attention, là, tu sais, j'aime ça, là, tu sais, faites-le pas trop souvent ou, tu sais, prenez-en pas trop. C'est son expérience qu'elle partage. Puis, ben, encore une fois, donc le cannabis, c'est un perturbateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va vraiment comme affecter différemment le cerveau. Ça veut dire qu'il y a comme un aspect qui est peut-être un peu moins prévisible. Mais oui, au niveau des sensations, on se pense dans une autre dimension. C'est sûr, ça vient tellement... le mot n'est pas juste, là, je veux dire alterner, là, je pense à un anglicisme, mais c'est ça que ça peut faire pour certaines personnes. Pour d'autres, le cannabis n'est pas du tout suggéré parce que ça peut, au contraire, tu vas tomber dans la paranoïa, etc. Mais effectivement, je pense que son expérience reflète quand même ce que c'est la consommation du cannabis. Et si en plus tu as des relations intimes, sexuelles, c'est sûr que ça va venir ajouter une dimension différente que si tu le fais à jeun, évidemment, ou avec une autre substance qui serait peut-être un stimulant ou un dépresseur. Mais j'aime sa mise en garde quand même. Je trouve ça intéressant parce que, oui, si tu en prends trop, ben c'est fait qu'à un moment donné, c'est sûr qu'à un moment donné, oui, ça peut endormir. Mais également, je pense que c'est la notion de modération qui est importante, c'est-à-dire faut pas non plus le faire à chaque fois que tu as une relation sexuelle parce qu'effectivement, ben on va s'accoutumer. Et aussi, le dosage est hyper important pour justement essayer d'avoir l'effet recherché sans avoir trop les effets négatifs. Parce qu'il y a ça également. C'est quand tu décides de consommer pour avoir des relations sexuelles, oui, il y a la notion de plaisir. On va chercher quelque chose de positif, sinon on ne le ferait pas, mais il y a toujours le risque d'avoir les effets négatifs. Puis ça, il faut en être bien conscient également, mais probablement que, par expérience, certaines personnes le savent. Là. Puis, en ayant ce témoignage-là, est-ce que la recommandation, c'est... OK, tu sais, oui, je comprends qu'il y a l'aspect positif, mais le but, c'est de pas le faire à chaque fois, disons, pour pas justement que ça soit... On s'attende toujours à ça ou qu'on crée une dépendance à... Oui, et ultimement, c'est un peu ça, tu sais. C'est qu'après ça, est-ce que ça va toujours être ça? Est-ce que là, tu es en train de créer une habitude, des comportements qui vont faire en sorte que ça va toujours te prendre ça, ou que si tu n'as pas ça, les relations vont être moins satisfaisantes. Et je pense que c'est pour ça, c'est correct de vouloir jumeler consommation et sexualité. Je pense qu'il faut juste, c'est ça, faire attention de ne pas en faire une habitude ou de ne pas devenir dépendant de la substance entre-temps. Puis encore une fois, tu sais, je pense que c'est important de savoir que c'est pas parce que c'est ton expérience, ça va être la mienne. Fait que moi, je lis ça, je suis comme « Ah, wow, trop hot, je vais essayer. » Sauf que, c'est sûr, moi, je le sais que c'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que moi, le cannabis, je réponds très mal. Mais si je le sais pas, hey, t'imagines-tu? Hey, moi, je ferais un bad trip, là. Ça serait aucunement enjoyable. Parce que moi, je tomberais vite dans la parano, là, tu sais. Est-ce que le cannabis, des fois, on entend qu'on peut pas vraiment devenir dépendant, là, parce que ça va pas avoir le même impact que l'alcool ou autre drogue? C'est-tu vrai? Non, c'est faux. Je suis contente que tu poses la question parce que non, tu peux devenir dépendant du cannabis de la même façon que tu peux devenir dépendant de l'alcool ou de toute autre substance psychoactive. Alors ça, c'est faux. Mais c'est que le cannabis, contrairement peut-être à d'autres substances, c'est que pendant longtemps, la personne qui va consommer du cannabis va penser qu'elle est capable de s'en passer, qu'elle peut arrêter n'importe quand et surtout qu'elle est fonctionnelle. Mais je pense que les gens ne voient pas ce que nous, on voit autour. C'est-à-dire que oui, tu es fonctionnel, mais il va y avoir quelque chose qui va s'installer quand même que l'entourage est capable de voir, que la personne qui consomme, elle, n'est pas en mesure de voir. Pourquoi il y a ce mythe-là autant propagé? Bien, parce que c'est une herbe, parce que c'est naturel, parce que c'est pas... Puis ça, on en parle de moins en moins, mais c'est pas une drogue dure, on va dire. Mais je comprends, là, mais ça n'empêche pas que la dépendance peut quand même s'installer. Est-ce que la légalisation peut aussi avoir participé un peu à ce discours-là? Oh mon Dieu, complètement.
tellement envoyer un message de banalisation, effectivement. Mais justement, tu dis, OK, mais l'alcool aussi est légalisé. Est-ce que c'est banal? Non, l'alcool, c'est la substance qui fait le plus de ravages. Alors, je pense que ça fait du bien, puis c'est rassurant de se dire, « Ah, ben, tu sais, ça a été légalisé. » Mais c'est pas parce que c'est légal que c'est banal. Oui, mais c'est drôle parce que justement, l'argument pour le cannabis, c'est légal, donc ça doit pas être si pire que ça. Et d'effet assez rapidement quand on fait juste penser à la consommation d'alcool qui est légale, mais comme tu dis, qui a les plus grandes conséquences. Oui, définitivement. Donc, tu sais, je pense que, encore une fois, l'idée, on veut pas... Tu sais, moi, mon rôle dans la vie, c'est certainement pas de démoniser les substances, mais bien plus d'éduquer et tu sais, encore une fois, je reviens à la loi de l'effet, mais c'est ton expérience à toi, là. Comment est-ce que toi, tu réagis à une substance? C'est ça qui est le plus important, là. Prochain témoignage. Mon partenaire long terme est addict à la cocaïne et a toujours plus envie de sexualité lorsqu'il consomme croisé à l'alcool. Parfois, ça me questionne s'il a vraiment envie d'avoir du sexe avec moi ou juste avec quelqu'un à cause de sa consommation. Et moi, de mon côté, je consomme rien. Ah, oui, intéressant. Intéressant. Effectivement, je pense que le questionnement est juste parce que, effectivement, est-ce que la personne qui consomme, euh, parce qu'elle elle y trouve un plaisir quelconque, là, donc est-ce que n'importe qui serait à côté, que ça ferait la job, ou est-ce que non, ça vient juste comme augmenter le désir que cette personne-là a pour sa partenaire? C'est lui là, qui peut répondre, on s'entend, là. Mais c'est sûr que le questionnement est bon, puis que c'est vraiment une discussion qu'elle devrait avoir avec la personne, puis d'encourager à avoir des relations sans la consommation, là, définitivement. Comment on réussit à faire la part des choses de « Ah, c'est vrai, à jeun, mettons qu'on se met dans sa position à lui, OK, à jeun, j'aurais pas eu de sexualité, mais là, je consomme, j'en ai. » La place du consentement est où là-dedans? C'est difficile quand même de faire la part des choses. Ah mon Dieu, mais oui, le consentement, là, je pense qu'à la base de la discussion qu'on a aujourd'hui, il y a toute la notion de consentement. Parce que, oui, oui, c'est sûr qu'une personne est considérée consentante même si elle a consommé. Par contre, il y a une ligne entre, justement, je suis consentant et je suis encore en possession de mes moyens et je ne le suis plus. Donc, encore une fois, difficile de répondre à cette question-là, mais il y a dans plusieurs cas, justement, où on voit bien que la personne, probablement qu'elle n'était pas consentante, parce que, justement, c'est pas une décision éclairée qu'elle a pu prendre, là, à cause de l'impact de la consommation. Parce que si je prends, justement, moi, comme exemple, où j'avais de la sexualité seulement la première fois avec quelqu'un si je consommais, puis là, de prendre un pas de recul, puis de plus avoir ce pattern-là, je me suis quand même questionnée de... J'étais consentante, tu sais, je me rappelle, puis j'étais consentante, oui, mais j'aurais pas pris cette décision-là personnelle si je n'avais pas consommé. Fait que, tu sais, la notion du consentement est comme vague. J'ai vraiment jamais senti que c'était une agression sexuelle, pas du tout, mais c'est vraiment plus par rapport à moi. Mon rapport à mon oui n'était pas 100% éclairé, j'ai l'impression, mais c'est ça qui est embêtant, parce qu'après, il y a plein de gens qui vont dire comme, ben non, mais moi, j'étais consentante, puis tout. Tu sais, ça, je pense que c'est par rapport à moi, mais ça m'a quand même fait questionner, de me dire, de voir le pattern que j'avais seulement dans la sexualité si je consommais la première fois avec quelqu'un. Oui, et en même temps, c'est un peu ça, le questionnement, parce que, justement, donc, tu le sais que tu vas consommer de l'alcool et tu sais que la conséquence, ça pourrait aboutir, en fait, l'aboutissement à une relation sexuelle. Jusque-là, ça va, c'est consentant. Mais à partir de quand, à partir de quel, le nombre de consommation, est-ce que là, c'est plus clair, là? Et que tu prends aussi, c'est la notion de risque. Des risques que tu n'aurais pas pris autrement. C'est peut-être pas ton cas à toi, mais il y en a qui vont probablement aller un peu plus loin que ce qu'ils auraient fait s'ils n'avaient pas consommé. Et c'est là que, oui, il faut que tu te responsabilises, mais en même temps, il arrive aussi un moment où c'est ça, c'est comme année, tu penches de l'autre côté. Puis c'est ça qui est parfois nébuleux. Mais c'est sûr que, je ne sais pas du tout là, si on en parle dans les témoignages, mais si, admettons, c'est quelqu'un qui a décidé de prendre du GHB
mélangé à de l'alcool, rapidement, tu n'es plus consentant. Et encore une fois, c'est difficile de prouver ça, là, mais c'est clair que la personne, elle n'est plus en état de prendre une décision éclairée. Là. Puis là, ça c'est le blackout, mais à partir du moment où la personne est inconsciente, clairement, elle est non consentante, mais c'est pas clair. Mm-hmm. Parce que pour moi, c'était vraiment pas par rapport à l'autre, c'était vraiment par rapport à moi. Par rapport à toi. Moi, par rapport à moi. Fait que c'est pour ça que je dis que oui, la relation sexuelle était consentante, c'était vraiment moi que je me suis posé des questions, puis je pense que c'est des questions full importantes à se poser. Oui. Autant pour la prise de risque que pour le oui ou le non, finalement, là. Mais tu vois, l'exemple du GHB, c'est que moi, j'en ai consommé du GHB, puis j'en ai consommé sans alcool parce que c'est là que les effets recherchés sont sans l'alcool. Donc, oui, consciemment, je décide de prendre du GHB, mais la dose, si c'est mal calculé, rapidement, tu tombes vers toute la perte de contrôle. Et c'est là que tu te demandes, j'étais-tu consentante, j'étais-tu pas consentante, là? Parce que, c'est sûr, moi, des blackouts, j'en ai eu dans ma vie, là. Il n'y a rien de pire qu'un sentiment de « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait hier? » Et si je m'en rappelle pas, est-ce que ça veut dire que j'étais consentante? Je n'étais pas consentante. C'est pas quelqu'un qui est allé mettre du GHB dans mon verre, là. C'est moi qui ai décidé de prendre du GHB, là. Fait que ça revient un peu à ce que tu dis, mais dans mon cas à moi, c'est qu'il y a eu les blackouts qui ont suivi, tu sais. Ben oui, puis après, tu te poses tellement de questions par rapport à toi, puis t'étais pas en état de dire oui, puis tu te rappelles même pas de ta soirée. Donc, ça se fait beaucoup questionner. On se blâme aussi, là, beaucoup. Oh là. mon Dieu, la honte, la culpabilité, définitivement. Et surtout, il y a comme ta mémoire, elle n'était pas là, elle l'a pas enregistrée parce que elle pouvait pas, elle n'était pas là, là. Et donc, c'est ça qui est vraiment fréquent, là, si je peux dire, c'est quand tu te rappelles pas de ce que tu as fait la veille. Puis c'est épouvantable là, comme sensation. C'est épouvantable. Là. Moi, là, des gens qui m'ont raconté des choses que j'ai pu faire, là, puis que je me rappelle pas, c'est vraiment... c'est tellement perturbant. Là. C'est fou. J'ai dit très souvent au podcast que j'ai eu une très longue relation dans ma vie de ma mi-adolescence à ma mi-vingtaine. Et ce qui manquait dans cette relation-là de 8 ans, c'est qu'on s'est pris pour acquis, comme beaucoup de couples, parce qu'après autant d'années, on prend plus le temps de s'asseoir en face l'un de l'autre et de communiquer pour vrai. Et c'est notre motivation à avoir créé l'édition Homme Sœur, qui est un jeu de conversation intime. L'édition Homme Sœur, c'est pour avoir des vraies conversations avec votre partenaire, pour parler du beau, du moins beau, mais surtout pour aborder des sujets que ça vient pas nécessairement naturellement. Pour parler de ce que vous voyez pour le futur, de parler du passé, de parler de, comme je disais, les trucs aussi plus difficiles, un peu parler de votre sexualité, mais on prend en compte dans l'édition que ça fait plusieurs années que vous êtes avec la même personne, donc on n'est pas dans les bases. Donc, sur ce, je voulais vous inviter à vous procurer l'édition Homme Sœur, mais il y a aussi l'édition Date, l'édition Entre Amis, l'édition Sexu. Vous pouvez les retrouver sur notre site web, description en épisode, et vous avez même le code promo podcast 10. Je vous laisse à l'épisode. Quand j'ai commencé à être active sexuellement vers 18 ans, je sortais beaucoup dans les bars. Les années ont passé et à un moment donné, j'ai réalisé que presque l'entièreté des relations sexuelles que j'avais eues étaient sous l'influence d'alcool ou un lendemain de veille. Cela peut parfois mener à des pratiques sexuelles non responsables. J'ai eu recours au plan B à maintes reprises dans ces années-là. J'ai contracté plusieurs ITSS. Personnellement, je suis quelqu'un d'anxieuse en général et qui a beaucoup trop pensé le sexe. Quand je fume du cannabis avec mon copain avant l'acte, OK, non, je pense que c'était 2 trucs séparés. Parce que là, j'étais comme, ça va pas vraiment. OK, on arrête à... J'ai contracté plusieurs ITSS. OK. Donc, des pratiques à risque qui ont été faits sous influence. Et on voit aussi, comme on disait avant, que dans la culture de, justement, dating, sortir beaucoup, ben, tu te rends compte, en prenant un peu de recul, que tu consommais tu consommais à presque toutes tes relations sexuelles. Ouais. Puis, en fait, c'est un peu ça. Hein? C'est la notion de perte de jugement. Ton jugement est affecté. Alors, c'est pour ça que tu vas prendre des risques. Et parfois, c'est le fun parce que tu dis, oh mon Dieu, wow, c'est une espèce de perte de contrôle
presque contrôlé, on va dire, mais il y a l'autre qui ne l'est pas. Tu sais, quand est-ce que c'est une bonne idée de coucher avec quelqu'un pour la première fois, quelqu'un que tu connais pas, puis de pas te protéger, alors que, tu sais, si tu n'as pas consommé, tu vas dire, ben non, on va aller se tester chacun, ou bon, peu importe. Et oui, puis de tomber enceinte, là, le risque de tomber enceinte. Donc, c'est sûr que c'est ça, malheureusement, dans la culture. C'est comme, puis là, on ne parlera pas de sexualité, mais juste les premières fois que tu bois, puis que tu bois trop, puis c'est bien le fun, puis tout le monde se saoule. C'est-tu le fun, dans le fond? C'est pas le fun. Premièrement, là, le moment où t'es pompette à « Ah, mon Dieu, j'ai mal au cœur », c'est pas le fun. T'es étourdi. Puis le lendemain, le lendemain de veille, t'es hangover, pas capable de te lever avant je sais pas quelle heure. Mais on le fait tous parce que tout le monde le fait, puis c'est comme ça, puis on a donc eu du fun la veille. C'est comme accepter, c'est le même. Fait que, tu sais, après ça, arrivent les relations sexuelles, puis c'est un peu la même affaire. Ben oui, c'est le même, on accepte, on va pogner des maladies, on va peut-être risquer d'être enceinte, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui est encore une fois très normalisé. Mais c'est complètement anormal. Puis on l'a pas, cette éducation-là, j'ai l'impression. Ben non. Et donc... puis on le voit depuis que les applications de rencontres, le pourcentage d'ITSS a explosé. Et c'est ça. Fait que c'est pas juste parce que je suis sur une application. Ben non. C'est parce que on se donne un rendez-vous, on va aller prendre un verre, il va y avoir consommation, il va y avoir donc prise de risque. Et on arrive à ça, là. Puis, tu sais, on le voit par ces comportements du lendemain de, bon, je vais aller prendre un plan B parce que je sais que hier, j'ai pas fait attention. Donc, tu sais, il y a comme, dès que tu reviens un peu à toi-même, tu réalises les risques que tu as pris, puis tu agis pour, là, clairement. Et j'imagine, il y avait aussi test d'ISS et tout. Donc, c'est là qu'on voit que j'étais consentante, mais j'ai fait des affaires que j'aurais jamais faites, en fait, si j'avais pas consommé. Et on voit aussi toute la banalisation, effectivement, de consommer avec de la sexualité, puis elle a eu la même réalisation que moi, là, que quand tu prends un pas de recul, tu réalises que, OK, mon adolescence, là, les relations sexuelles que j'ai eues, j'ai été en consommation. Ouais. Et ouais, c'est ça. C'est... Encore une fois, c'est l'éducation. Qu'est-ce qui fait que c'est... Comment ça a commencé tout ça? Pourquoi est-ce que ça a commencé de même? Tu sais, il y a probablement des peurs derrière. Sauf que ça, tu sais, l'effet, ça t'amène à des peurs. Le lendemain, tu sais, c'était-tu nécessaire, là? Il y a ça aussi, c'est à quel point c'était nécessaire pour un plaisir complètement éphémère. Tu sais, pour moi, c'est souvent ça, tu sais, dans la balance de prendre un verre, tu sais, tu consommes plus. Souvent, moi, je repense à, tu sais, les pires hangovers que j'ai pu avoir dans ma vie, puis je suis comme, ah non, plus jamais. Et donc, pour cette personne-là, je pense que c'est ça, c'est peut-être pas le hangover, mais c'est le fait que tu es obligé d'aller à la pharmacie, le fait que tu es obligé de te faire vivre ça, là, c'est quand même pas le fun, là. Tout le stress qui vient à « Ah, j'ai-tu pogné quelque chose? » Ben oui. Hey, des fois, je repense à des relations que j'ai pu avoir il y a hyper longtemps, là, non protégées, encore une fois, parce que j'étais vraiment jeune. Puis je suis comme... Puis j'ai appris par la suite un peu plus sur la sexualité de la personne avec qui j'ai couché. Puis je suis comme « Oh mon Dieu, mais je me suis tellement mise à risque, tu sais. Ça n'a pas de sens. Pourquoi, au fond? » Tu sais, est-ce que ça a vraiment valu la peine aussi de me placer autant à risque? C'est fou, hein? Mais il y a comme au moment présent, il y a comme un déclic de « Ah, je m'en fous, on a une vie à vivre, tu sais, il me semble que je suis coincée, il me semble que ça va être le fun. » Tu sais, il y a tellement de pensées, là, qui nous traversent l'esprit, puis fraction de seconde, on prend une décision. Toi, comment ça l'a... Tout ce que tu as vécu avec ton père puis tout ça, comment ça a impacté, toi, ta consommation au fil des années? Tu sais, on est plusieurs enfants, puis je pense que chacun pourrait avoir une réponse différente. Moi, j'ai pas bu... Tu sais,
j'ai pas touché à aucune substance avant très, très tard, alors que mes amis, tu sais, dès l'adolescence, comme pas moi. Parce que le message que j'avais comme compris et enregistré, c'est, ben, premièrement, si tu bois, c'est pour te saouler. Si tu bois, ben, tu vas devenir alcoolique. Euh, et j'ai pas eu d'éducation sur c'est quoi prendre un verre de vin, c'est quoi apprécier un verre de vin, parce que moi, mon père avait arrêté de consommer, puis l'histoire que j'entendais, c'était ça. Donc, j'ai pas consommé. Pendant longtemps, ça me faisait très peur. Puis, à un moment donné, ben, j'étais tannée de me faire dire hein, tu bois pas, tu fumes pas, t'es bien plate. Tu sais, j'étais un peu tannée de ça. Et à un moment donné, ben, j'étais tannée d'être différente, là. Et à un moment donné, j'ai fait, ben, OK, c'est beau, je vais prendre un verre. Mais là, je sirotais longtemps le même drink, pas bon, là. Et puis, à un moment donné, je voulais faire partie de la gang. Puis, tu sais, moi, ça a été la pression des pères. Ben, moi-même, je me suis mise une pression. Puis, effectivement, mes premières expériences ont été que je finissais la tête dans le bol de toilette malade parce que j'avais jamais bu. J'ai pas eu, tu sais, cette espèce de gradation-là. Moi, c'est tout de suite, on fait des shooters, OK, on boit ça, OK, on boit ça d'un coup. Et puis, ça n'a pas été nécessairement très agréable, là, cette espèce de période-là où je pensais que c'était comme ça, puis je pensais que c'était de même qu'on avait du fun dans la vie. Mais ça apporte le point que j'ai 100% oublié de dire au début, mais moi, la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est, oui, pour l'histoire de quand je datais, j'avais des relations sexuelles sous influence, mais surtout parce que je voulais être comme les gens qui faisaient autour. Donc, c'était, bon, on date, donc on va prendre un verre. Fait qu'il y avait ça. Puis il y avait aussi avec mes amis que c'était aussi l'activité sociale, on va prendre un verre. Et 99% du temps, je prenais un verre parce que tout le monde autour prenait un verre. Puis ça me tentait pas d'être la fille qui complique un peu la situation, d'être comme ben il y aura pas vraiment de comme sans alcool ou tu sais on peut-tu aller ailleurs, est-ce qu'on peut. Fait que je voulais tellement pas être cette fille-là. Puis au final, je le suis devenue maintenant, c'est la personne que je suis à ce jour qui dit pas mal plus, on va-tu prendre un café ou on va prendre une tisane le soir ou un chocolat chaud. Moi, je suis cette personne-là dans ma vie en ce moment. Puis finalement, les gens, ils s'en foutent quand même, tu sais, surtout, je pense, plus en vieillissant. Fait que je me suis aussi rendu compte que je faisais ça pour qui, au final? Parce que je me mettais la pression moi-même, parce que les gens, au final, ça les dérangeait pas. Évidemment que, oui, au secondaire, puis plus jeune, je vivais aussi la même pression que toi, que les gens disaient « Ah, t'es plate, blablabla », mais tu sais, à un moment donné, j'ai vieilli, puis les gens sont plus comme ça autour de moi. Mais c'est tellement intéressant de se poser la question, puis de réaliser que on est les seuls à se mettre cette pression-là, peut-être socialement, de consommer. Puis en tout cas, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, voyons, pourquoi je me suis mis autant de pression? Pourquoi je voulais être autant normale si au final, les gens, ça ne change rien à leur vie, là. Eux, ils consomment, toi, tu consommes pas. C'est tout, là. Mais dans un contexte de dating, oui. Oh my God! Ça, c'est comme... C'est fou, là. Si tu consommes pas, si, admettons, sur ton profil, tu dis que tu consommes pas, il n'y a pas grand monde qui va te liker, là. Ça dérange tellement. Non seulement ça, moi, à toutes les fois que j'ai dit que je consommais pas, tout le monde pense que c'est parce que j'ai un problème d'alcool. En plus, on va sauter à la conclusion. Tout le temps. Mais c'est hallucinant. Puis, tu sais, à la maison, la Fondation Jean Lapointe, tu sais, on est à notre 13e année du défi 28 jours sans alcool. On voit quand même une évolution dans, tu sais, je pense, en tout cas, du moins au Québec, les gens vont peut-être un peu moins questionner, mais les premières années du défi, c'est sûr que c'est parce que tu as eu un problème, si tu es une femme, c'est parce que tu es enceinte. Tu sais, il n'y avait comme pas d'autre raison legit là, de ne pas consommer, là. Puis c'est comme, tu bois pas. Ben c'est pas que je bois pas, là. Je bois dans la vie, là, mais je bois juste pas d'alcool, là, tu sais, mais c'était très dérangeant. Mais effectivement, je pense que la pensée évolue, puis on se fait moins questionner. Aujourd'hui, dans la société, si on ne consomme pas, même à l'extérieur du mois de février, mais dans le contexte de dating, en tout cas, je vois que ça dérange. Ça dérange. Moi, c'est sûr, je ne peux pas suivre ton beat. De toute façon, je pourrais prendre un verre, mais après ça, je vais switcher à l'eau. Je suis vraiment désolée. Là, Puis même le premier verre, pourquoi je le prends? Des fois, je suis comme... Parce que, bon, OK, on prend un verre, OK. Mais c'est fou à quel point ça dérange certaines personnes, mais c'est aussi...
Mais même si je vais sur une date avec toi puis que je prends je sais pas, un mocktail, qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est parce que tu t'imagines tu as moins de chance, parce que tu t'imagines ça va être moins le fun? C'est quoi? Il y a ça, et il y a aussi, ça dérange parce qu'on place souvent l'autre dans une position inconfortable, parce que l'autre sera amené à ne pas consommer si on va en date. Donc, quand je propose un café, quand je propose, hey, on va aller marcher, on va aller faire une course à pied, moi, j'ai peut-être fait le processus de je suis capable d'avoir une date sans consommer, mais peut-être que l'autre personne a toujours daté en consommation. Ouais. Donc, ça dérange parce que ton confort peut rendre l'autre personne inconfortable. Complètement. Donc, je pense qu'en date, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ah, vraiment. Vraiment. Mais en même temps, tu sais, c'est chacune son expérience. Moi, je le sais que rapidement, si je bois un peu plus qu'un verre, on va dire, c'est sûr que je le vois que mon jugement va être affecté. Je le sais que je vais être désinhibée. Fait que pourquoi je veux pas ça? Est-ce que je veux ça dans la complicité d'une relation, mon chum, on est ensemble, puis un soir, on décide quelque chose? Peut-être ça a plus d'allure, mais pour moi, mais non. Parce que moi, j'en ai regretté là, des mauvaises décisions que j'ai pu prendre. Là, et des choses, moi, c'est surtout des choses que j'ai pu dire. Oh my God, moi, c'est plus ça. Là. Moi, il y a des affaires, je suis je peux pas croire que j'ai dit ça. Je peux pas croire que j'ai dit ça. Ça, c'est comme, non, pas nécessaire. Puis, d'autant plus quand tu t'en rappelles pas le lendemain, en plus. Oui. Ça, puis tu sais, à un moment donné, tu sais, faut se pardonner aussi certaines décisions qu'on a prises, certains gestes qu'on a posés, en plus que je me souviens pas, là. C'est sûr que ça, c'est une étape qui est difficile, là. Nouvelle année veut dire résolution. Et vous serez pas étonnés si je vous dis que j'ai une proposition de résolution sexue pour vous. On parle beaucoup de plaisir, de sexualité à deux, mais je trouve qu'on parle pas assez de prendre soin de soi, de s'offrir une sexualité, de s'offrir du plaisir à soi-même, mais aussi de prendre soin de son corps, de se découvrir. J'ai l'impression qu'on prend un peu notre corps pour acquis. On va moins découvrir de zones érogènes, on va être moins dans la sensualité, on génitalise beaucoup la sexualité en général. Et j'ai envie qu'on prenne un moment pour se reconnecter. Et ça peut être un long bain chaud avec du sel de bain, de l'huile à massage ou une séance de masturbation qui est plus axée sur « je ressens ». Tu sais, quelque chose de plus... Je sais pas comment expliquer. Je trouve qu'on est tellement dans le mécanique puis on suit les étapes de la vie puis des fois, on oublie notre corps puis de prendre soin de soi. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler. Aussi de se questionner sur moi, qu'est-ce que j'aime, ce que j'aime pas, c'est quoi mes limites. Aussi, un autre aspect très important, la communication. Là, on parle tout le temps, il faut communiquer, OK. Mais honnêtement, je peux comprendre que tout ce qui touche à la sexualité, ça peut être plus difficile à communiquer, mais c'est tellement important de prendre le temps. Donc, je vous suggère très fortement d'avoir une conversation sur la sexualité avec votre partenaire ou vos partenaires parce que c'est pour viser un épanouissement sexuel au final. Donc, voilà. Écoutons notre corps cette année. Et si vous avez besoin d'idées pour vous explorer, pour vous découvrir, pour des nouveaux jouets, évidemment, vous avez séduction.ca que vous pouvez utiliser le code promo apérosexo5. Non, c'est pas vrai. C'est apéro15. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de me mêler avec séduction, c'est apéro15. Voilà, je vous laisse à l'épisode. J'ai un trigger warning d'agression sexuelle pour la prochaine. À chaque fois que j'allais en soirée et que je buvais, soit je me faisais droguer, soit on finissait par me saouler et j'ai subi des agressions. Heureusement, j'ai arrêté l'alcool, même si à la base, je buvais pas beaucoup, car je voulais être en plein contrôle de moi, de mon consentement, de mon respect et de ce que les hommes pouvaient tenter. Je me remercie finalement d'avoir arrêté. Ma peau est plus belle, ma santé va mieux, plus d'énergie et mon portefeuille aussi. Oh! Wow! Oh mon Dieu! C'est... Comme tu dis, je pense que ces témoignages-là sont anonymes, là, mais quand même, je la remercie de partager ça. C'est quand même pas facile. Ouais, parce que c'est un peu ça. Là, tu sais, nos expériences à nous ont peut-être pas mené à ça, mais il y en a, ça va être ça, malheureusement. Encore une fois, l'alcool en soi, malheureusement, l'alcool seul peut facilement mener à des blackouts, peut facilement mener à quelqu'un va profiter de nous. Et encore une fois, t'ajoutes le GHB, c'est presque garanti là, que tu vas faire un blackout ou que tu vas être
plus ou moins consciente pendant ces relations-là. Puis là, tu n'es pas consentant du tout. Puis là, on parle vraiment d'agression, là. C'est sûr qu'à un moment donné, elle, de décider de reprendre le contrôle sur sa vie, c'est absolument extraordinaire, là. En plus de tous les bénéfices autres bon, une belle peau, etc. Puis c'est aussi de se rappeler de tout ce qu'on a fait là, la veille. Là. Mais ça, c'est vraiment, effectivement, c'est une réalité, là, ce que cette fille-là partage. Puis probablement que ça arrive à beaucoup plus de gens qu'on peut penser, là. Mais de plus en plus, on entend quand même l'histoire justement du GHB et tout, là, dans les festivals, au bar et tout. Et j'ai l'impression que les situations comme la sienne, malheureusement, sont beaucoup plus communes aussi qu'on pense. Oui, puis on en a parlé le lendemain, on peut vivre de la honte, de la culpabilité. Et c'est encore ça aujourd'hui, les gens ne vont pas aller dénoncer assez rapidement. Tu sais, moindrement que tu as un doute, là, ben vas-y à la clinique, vas-y à l'hôpital, va faire un test, voir qu'est-ce qui s'est passé ou, tu sais, dénonce là, si tu penses. Parce que malheureusement, on vit avec ça, puis on le garde pour nous. Puis à la fin, c'est à qui que ça nuit? Ça nuit pas à la personne, là, qui, elle, a peut-être profité de toi. C'est à toi que ça nuit, là. Puis ça va nuire aux autres à qui cette personne-là va le faire. Mais ça peut tellement être lourd, tu sais, à les dénoncer. Fait qu'on comprend aussi. Puis dans les dénoncer, il y a quelque chose de... Ah, mais dans la relation sexuelle, mais j'y ai participé. Puis là, j'étais même pas... Oui, j'étais sous influence. Comment cette situation-là va évoluer? Comment elle va être vue? Comment... Puis, tu sais, les agressions sexuelles, le problème, c'est que c'est toujours à huis clos. Fait que c'est toujours la parole de toi contre la parole de l'autre. En plus, quand il y a consommation, fait que c'est sûr que si la personne est capable d'aller dénoncer, mais on le sait à quel point c'est tellement difficile, ces situations-là. Oui, mais on se fait juger, là. On se fait juger. Quand tu vas dénoncer, souvent, tu as le jugement, là. Il est peut-être non-verbal, mais il y a ça que tu vas ressentir aussi, là. C'est comme, c'est ça, tu joues la note de la fille qui était peut-être pas consentante. Tu sais, c'est comme, il y a tout ça qui nous empêche d'aller de l'avant et de dénoncer, alors que c'est tellement important de le faire. Donc, cette personne-là, je ne sais pas si elle est allée déjà dénoncer, peut-être pas, mais au moins, elle s'est dit, qu'est-ce que je fais pour que ça ne se reproduise plus? Mais c'est triste parce que c'est elle qui a dû changer son comportement à une conséquence que les autres lui faisaient subir. Là, tu sais, sans parler des côtés bénéfiques de ne pas boire d'alcool, tu sais, on le voit quand même que dans son témoignage, c'est elle qui a dû arrêter de consommer, de se mettre dans certaines positions pour éviter une agression, pour éviter que quelqu'un abuse d'elle, quand elle aurait pu avoir un lien positif avec la consommation personnelle, mais on voit que c'est elle qui a changé son comportement. Mm-hmm. Donc, autant c'est positif, autant il y a un petit côté de moi qui se dit, elle n'a jamais pu voir l'aspect justement positif de la consommation parce qu'elle a le vécu que les conséquences du monde extérieur. Oui, tout à fait. Mais en même temps, si pour elle, sa vie est meilleure aujourd'hui, tant mieux. Oui, ça n'enlève pas tous les effets bénéfiques d'arrêter la consommation, mais si on reste juste par rapport aux expériences négatives, c'est vraiment pas quelque chose de son ressort. Ça a vraiment été les gens qui ont abusé d'elle, qui l'ont droguée et tout. Donc, c'est quand même dommage qu'on est rendu à justement devoir changer sa consommation, voire arrêter, parce qu'on sait qu'est-ce qui pourrait arriver sinon. C'est incroyable. Puis ça démontre encore tout le chemin qu'on a à faire. Puis tu sais, j'ai dit le mot éducation là, pendant notre discussion, mais c'est ça l'affaire. C'est qui l'a cette éducation-là? Mm-hmm. Tu sais, je le sais, moi j'ai un fils aujourd'hui, il a 21 ans, puis je sais qu'à l'école, un moment donné, je pense qu'il y a eu peut-être quelqu'un qui est venu parler de consentement, je pense. Tant mieux. Mais à part, tu sais, une fois, une heure, dans tout ton parcours d'adolescence, c'est pas grand-chose. Puis ça devrait être revu même quand tu t'en vas au cégep, à l'université. C'est comme, tu sais, on entend là, aux nouvelles là, des situations où, malheureusement, la personne qui a été victime, tu sais, on a joué sur la notion de consentement, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Le consentement, moi, là, que les gens pensent que c'est quelque chose d'acquis puis que les gens comprennent, là. Le consentement, c'est une des notions qui semble simple, mais qui est tellement complexe. Puis, tu sais, on se rappelle, à un moment donné, il y a une grosse campagne, sans oui, c'est non. Oui. Qui paraît comme une belle campagne, mais quand tu t'y attardes 2 secondes, ça n'a aucun bon sens comment ça le crée des agressions sexuelles.
Parce que un oui quand tu es sous influence, un oui quand la personne est en situation d'autorité sur toi. Fait qu'il y a tellement de... Le consentement, là, moi, ça me dérange profondément quand on entend... Non, mais le consentement, c'est simple. Tu sais, le consentement, si la personne a dit oui, c'est oui. Fait que moi, j'ai fait un bac en sexologie, là, puis on a décortiqué, puis j'ai réalisé à quel point il n'y a pas d'éducation sur le consentement parce qu'il y a personne, on dirait, qui prend vraiment le temps d'aller au-delà du sans oui, c'est non. Puis c'est encore plus perturbant pour les adolescents puis les adolescentes qui ont vu cette campagne-là puis de se dire, ben là, il y a un côté de moi qui est comme, oui, évidemment, faut blâmer la personne qui a fait ça, évidemment, mais il y a vraiment quelque chose au niveau de la société qui banalise vraiment le consentement. Ah, complètement. Puis l'autre chose, c'est que tu as le droit de changer d'idée en cours de route aussi. Ça, alors que ça, c'est pas quelque chose dont on parle non plus, puis dont on parle assez. Tu sais, j'ai le droit de te dire non à un moment donné parce que là, tu sais, c'est ça. J'avais mal peut-être jugé là, ce qui s'en venait, mais c'est comme, ben non, mais clairement, tu as dit que c'était ça que tu voulais. Ben non. Non seulement le consentement est révocable, mais ce que les gens oublient aussi, c'est que de consentir à une pratique ne veut pas consentir à une autre nécessairement. Donc, tu sais, le meilleur exemple, je consentis, oui, à une pénétration vaginale, mais pas à une pénétration anale. Puis là, pendant un rapport sexuel, mon partenaire, il s'essaie. Tu sais, il y a plein de notions du consentement. Puis, tu sais, c'est pas un épisode sur le consentement, mais ça pourrait être un épisode sur le consentement dans le sens que, comme, c'est tellement plus complexe que ça. Et là, on en a parlé tantôt aussi du rapport à nous, à notre propre consentement. Donc, je suis vraiment d'accord qu'il faut beaucoup, beaucoup plus d'éducation parce que il y a même des gens qui pensent, en guillemets, ne pas avoir mal faire, mais d'avoir fait une agression sexuelle parce qu'on banalise vraiment beaucoup ce sujet-là. Oui, définitivement. Définitivement. Puis, mais c'est intéressant, puis même moi, ça m'amène à réfléchir sur mon propre consentement et surtout le lendemain. Si le lendemain, t'es pas bien, là, il y a une raison pourquoi t'es pas bien, puis il faut que tu te questionnes par rapport à ça. Puis, à un moment donné, justement, comme bien des gens, j'ai déjà consulté, puis je disais à ma psychologue, j'ai de la difficulté à dire non dans la vie. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais de la difficulté à dire non aux hommes également, puis que ça m'a vraiment nui dans la vie de ne pas être capable de dire non. Puis pas nécessairement que c'est aller, là, tu sais, nécessairement, là, je parle pas nécessairement de viol, là, mais juste, tu sais, de quelqu'un qui veut m'embrasser, puis je suis comme pas... Puis tu sais, ça, c'est mon cheminement à moi, c'est mon travail à moi, c'est le fait de, je veux pas déplaire, je veux pas ci, je veux pas ça, mais, tu sais, la première fois que j'ai été capable de dire non à quelqu'un, puis, tu sais, de vraiment dire, tu m'intéresses pas, là. Écoute, ça a été comme une espèce de pas de géant. Fait qu'imagine, en plus, quand pour moi, c'était dans des moments où j'avais consommé, c'était encore plus tough, là. C'est encore plus tough de mettre mon pied à terre. Je trouve ça tellement intéressant parce que je vis vraiment une situation... Ben, j'ai vécu tellement une situation similaire. Ben, je pense beaucoup de femmes, là. Ah oui. Par rapport à, oui, tu sais, une relation sexuelle, mais aussi, justement, à juste quelqu'un qui essaie de t'embrasser puis que tu vois pas comment tu pourrais repousser la personne. Puis tu te dis, ben, je vais juste le faire. Oui. Puis le faire, ça va être bien moins lourd que de dire non. Oh mon Dieu, mais tellement. Et puis ça, là, je veux dire, je pense que je peux écrire un livre de 300 pages là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Écoute, je me rappelle, là, j'ai un ami, là, c'est un ami. Puis, il vient de l'extérieur, de la ville. Puis là, on sort le soir, puis tout ça. Puis là, il dit... là, je dis, ben non, tu viendras dormir chez nous, tout ça. Puis... mais c'est un ami, là, puis il m'a jamais croisé, là, il n'y a jamais eu de zone, rien. Rien. Et le gars est en couple. Fait que moi, il n'y en a aucun stress. Puis finalement, ben j'habite dans un studio, j'ai juste un lit. Fait que je suis ben oui, on va dormir dans le même lit, mais je te connais depuis des années. Et il me saute dessus. Là, je suis comme, ben non. Puis je ris. Puis je suis là, ben non. Puis il était là, ben quoi? Il dit, moi, je peux pas dormir si je fais pas l'amour avant. Puis là, je suis comme, ben, je suis vraiment désolée, là. C'est comme, je vais donner une boîte de Kleenex, là, ça va bien aller. Mais je suis comme, ben non, il n'y en a pas question. Le gars, il m'a vraiment tellement achalée. J'étais là, écoute, j'arriverai jamais à dormir. Moi, je travaillais le lendemain, là. Fait que j'ai couché avec. Mais tu comprends que c'était comme
c'était pas du tout mon intention, c'était pas du tout... Mais le gars, c'était vraiment incitant. Puis c'est pas comme si il était en train de me violer comme on peut imaginer un viol. Non, c'est de la coercition sexuelle. Absolument. C'est fou! Oui. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose qui s'est passé, tu sais, ça doit faire 30 ans, mais je l'ai jamais oublié parce que je me suis dit, Puis là, je pensais à sa blonde. Je me suis dit, elle sait qu'il est de même. Il faut une relation sexuelle avant de dormir, avant de se coucher le soir. Mais je suis comme, c'est pas mon problème si tu as décidé de voyager une semaine. Mais j'ai pas été capable de... Un moment donné, j'ai fait un peu, tu sais, quasiment, all right. Tu sais, OK, correct, là, on peut-tu dormir, tu sais. Oh mon Dieu. Mais je me dis, je suis quelqu'un, tu sais, de rationnel. Je suis quelqu'un, tu sais, je pense que je suis capable de m'affirmer, je suis capable de... Mais, bien, évidemment, on était sortis le soir, on avait pris un verre, tout ça, mais c'est pas l'alcool, là. C'est juste quelqu'un qui insistait, puis qu'à un moment donné, je voulais pas, puis j'ai fini par dire oui. Puis là, ça me fait penser, parce que tu as ouvert la porte, on pense à sa blonde là-dedans. Ouais. Oui, OK, évidemment, l'infidélité, mais qu'elle doit vivre de la coercition sexuelle à tous les jours. Ben oui. Puis d'autant, tu sais, toi, comme tu dis, il n'y avait aucun... c'était ton ami, puis tu n'as même pas réussi à lui dire non. Peux-tu penser à sa blonde ou à toutes les blondes que quand c'est leurs chums qui sont insistants, tu vois tellement... L'agression sexuelle fait même pas partie des possibilités dans ta tête parce que tu dis, voyons donc, cette personne m'aime, cette personne-là fait partie de ma vie, c'est mon chum, c'est ma blonde, peu importe. Mais après, tu prends un pas de recul puis tu te rends compte que, ben en fait, tu vis de la coercition sexuelle dans ton couple. Oui. C'est très difficile à voir. Et évidemment, ben, on se sent coupable. On a de la misère à le nommer parce que de vivre une agression sexuelle ou de vivre de la coercition sexuelle par la personne qui est supposée nous aimer plus que tout, c'est difficile de s'avouer ça à toi-même. Oui, définitivement. Ouais. Fait que t'imagines qu'en plus, il y a de la substance, là, c'est comme... Puis le lendemain... Tu sais, pour moi, ça a été long avant que je réalise qu'est-ce qui était arrivé, là. Mais imagine si en plus, il y a une réelle consommation derrière et que là, tu n'es plus certaine au niveau du consentement, au niveau d'une décision éclairée, au niveau de... Tu sais, ça, année, ça devient flou très vite, là, tout ça, là. Je suis tellement contente qu'on ait fait cette parenthèse-là parce que je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est vrai que c'est probablement un sujet que tu pourrais quasiment faire une émission juste là-dessus. Tu pourrais faire une saison juste là-dessus. Oui, probablement. Prochain témoignage. Oui. J'ai toujours consommé de l'alcool avant de faire quoi que ce soit de sexuel. Et ce, dans le seul but de réduire mon stress et être dans le moment présent pendant. Mais ça fonctionne plus. Je suis autant stressée que sans. Je me rends compte que c'est peut-être pas une façon saine de gérer la situation. Toutefois, je connais rien d'autre. As-tu des conseils pratiques pour améliorer la situation? Tout est consentant. C'est juste que je suis tellement pas dans ma tête. Ben, je suis tellement dans ma tête pendant une relation sexuelle que j'arrive pas à me laisser aller. Oui. Bien, c'est intéressant parce que je pense que c'est un peu ça, là, tu sais, au-delà là, d'aborder, tu sais, toutes ces situations-là, je pense qu'il faut aussi regarder, OK, on dit de faire attention, peut-être que c'est mieux de ne pas consommer, mais and then what? Tu fais quoi, là? Parce que tu as une rééducation à faire, de toute évidence. Il faut que tu réapprennes c'est quoi avoir du plaisir sexuel sans devoir avoir comme béquille une substance. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est toi qui as étudié, qui a fait un bac en sexo, tu es probablement la mieux placée pour répondre, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de choses que tu peux faire puis que tu peux mettre en place justement pour faire baisser ton anxiété avant une relation sexuelle. Nous, à la maison Jean-Lapointe, c'est fréquent, là. Nos clientes, des fois des clients, qui nous disent « J'ai jamais eu de relation sexuelle sobre. Je préfère être célibataire que d'aller là parce que j'ai aucune idée comment faire. » Là. Puis c'est comme, ben non, ce ne sera pas ça la solution pour le restant de tes jours. C'est une rééducation, là, carrément. Là. Tu sais, il faut se poser la question, bon, la solution à mon problème, ça a été la consommation d'alcool. Donc, c'est quoi mon problème? Puis là, elle a déjà fait une étape parce qu'elle nomme que c'est l'anxiété. Donc, moi, mon conseil, c'est, si tu vas à la base de ça, c'est ton anxiété, consulte pour l'anxiété ou fais du travail pour l'anxiété. Puis tu n'auras plus besoin d'avoir une solution pour te permettre de te laisser aller parce que tu n'auras plus le problème à la source. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Non, ça peut prendre tellement de temps, mais on le voit clairement que c'est le but de ta consommation. Puis là, c'est rendu que l'alcool réussit même pas
avec ses effets physiologiquement à te permettre de te laisser aller. Donc, moi, c'est vraiment de se poser la question, OK, c'est quoi qui est à la source de ça? Puis d'essayer de régler le problème à la source. Mais effectivement, ça peut prendre énormément de temps. Mais dans ma tête, il y a un gros travail qui a déjà été fait parce qu'elle a déjà ciblé. C'était pourquoi. Après ça, comme tu dis, là où parfois c'est là que tu n'as pas envie d'aller, c'est que ça vient d'où cette anxiété-là? Qu'est-ce qui fait que... Puis est-ce que, tu sais, l'anxiété, elle la vit à d'autres moments ou c'est vraiment ciblé juste quand c'est le temps d'avoir des relations sexuelles? Puis là, ben c'est là qu'il y a un éléphant dans la pièce puis tu peux pas l'ignorer, là. Oui, est-ce qu'on parle d'anxiété de performance sexuelle? On parle-tu d'anxiété plus généralisée? Donc, tu sais, il y a vraiment un travail au niveau psychologique à faire sur l'anxiété. Oui, puis voir, c'est ça, dans quelle sphère l'anxiété fait surface. Parce que là, oui, on parle dans la sphère sexuelle, mais ça se peut que ça soit aussi partout, tu sais. Ouais. Est-ce que par rapport à l'école, j'ai de la misère à dormir? Parce que justement, j'ai de l'anxiété, donc faut aller à la source puis de trouver comment on peut régler ce problème-là. Tu n'auras plus besoin d'alcool quand la source du problème va être réglée. Non, mais c'est ça, exactement, là. Exactement. Mais tu sais, c'est ça, hein, je pense que les gens qui prennent conscience que la consommation vient jouer un rôle important dans le fait qu'ils soient capables ou non d'avoir des relations sexuelles, je pense que ça indique justement tellement clairement que oui, parfois, tu t'es pas posé la question puis t'as embarqué dans le train comme tout le monde, mais parfois, c'est beaucoup plus justement un signe qu'il y a quelque chose à aller voir derrière. Mais ça prend beaucoup de courage. Ça prend beaucoup de courage de faire ça, selon moi, là. Puis, et de pas faire, au lieu de l'alcool, je vais essayer le cannabis. Au lieu du cannabis, je vais essayer, tu sais, je sais pas, l'ecstasy, là, tu sais, il y en a, là, c'est l'ecstasy, ils aiment ça faire ça, puis avoir des relations sexuelles. Tu sais, c'est comme, oui, mais la substance peut pas toujours être la réponse à ce qu'il te faut pour avoir une relation sexuelle, là, c'est... Faut essayer là, de trouver des alternatives qui n'entraîneront pas de dépendance, là, tu sais. C'est un très bon point, justement, de ne pas essayer de remplacer par une autre substance. Je lis un dernier témoignage. J'ai l'impression que je me reconnais plus quand je jumelle le cannabis et la sexualité. Je deviens super horny, je ressens beaucoup plus mes sensations physiques et mon excitation. J'ai tendance à vraiment me laisser aller davantage dans la sexualité. Rôle plus dominant, plus de prise de risque. Cela peut me faire peur car j'ai l'impression d'être beaucoup plus vulnérable. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois de pleurer après un rapport sexuel qui jumelait consommation de cannabis parce que ça me faisait un peu peur d'avoir vécu autant de plaisir et de m'être autant laissé aller avec l'autre. C'est quand même complexe. Il y a plusieurs choses oui, là-dedans. Oui, il y a plusieurs choses. OK. En même temps, tu sais, cette personne-là a vraiment a eu des expériences assez extraordinaires là, en jumelant cannabis et relations sexuelles. Fait que tu sais, déjà, t'es comme « Hey, wow! » Mais encore une fois... Mais j'aime la première phrase de « je me reconnais plus ». Oui, c'est ça. C'est ça, dans ma tête, l'important de ce témoignage-là. Je me reconnais plus et comment la personne termine aussi? Ça me faisait peur d'avoir vécu autant de plaisir et de m'être autant laissé aller avec l'autre. Se sentir vulnérable. Oui, c'est vrai. C'est ça, là. C'est comme, OK. J'ai donné accès à moi de façon beaucoup plus vulnérable que ce que j'aurais fait autrement. Donc, moi, je le sens un peu comme j'ai skippé des étapes avec la personne. Parce que, tu sais, la vulnérabilité, souvent, on s'y rend, mais ça prend plus de temps. Et comme tu dis, je me reconnais pas, là. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr qu'elle, c'est OK. Qu'est-ce qui fait que tu te reconnais pas? Mais c'est aussi... Tu sais, il ne faut pas qu'elle ait honte non plus d'avoir vécu ces expériences-là parce que, tu sais, c'est sûr que dépendamment de la substance, des fois, il y a quelque chose qui peut être vraiment hyper c'est euphorisant, puis il peut avoir quelque chose de vraiment... C'est pas pour rien que les gens consomment. Là. Exactement. Et que pendant une relation sexuelle, tu as quelque chose que tu revivras peut-être jamais, mais c'est ça, c'est que c'est pas naturel. C'est grâce à une substance que tu as vécu ça. Puis l'autre chose, c'est comment ça fait que c'est dans ces occasions-là que tu te laisses aller à ce point-là.
Mais on le voit dans le témoignage que ça semble pas être positif. Ça n'a pas l'air positif, malgré qu'elle s'est jamais sentie de même. Oui. Fait que je pense, comme tu le dis, c'est allé trop loin, trop vite, là. Mm-hmm. Puis c'est le cannabis. Pour elle, c'est le cannabis. Donc, ouais, je serais vraiment... je suis comme curieuse, là. Je suis comme, il me semble, j'aimerais ça en savoir davantage. Et ces relations-là, ces expériences-là, comparées aux autres expériences qu'elle a pu avoir, je serais comme curieuse de voir, est-ce qu'elle a revécu ça sobre? Mais c'était justement une fois que la confiance, la complicité est là. Tu sais, je trouve ça difficile de tout saisir parce qu'il me semble qu'elle nous donne tellement de... Je sais pas toi, là, comment tu vois ça, là, mais... Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au niveau physiologique, on a eu d'autres témoignages positifs par rapport à ça. Puis là, on dirait que de son côté, elle apporte le côté plus négatif que, justement, la consommation qui rend physiologiquement l'expérience positive et questionnable sur d'autres points. Donc, c'est là que je trouve ça intéressant parce que quelques témoignages avant, quelqu'un qui nous disait tous ces aspects-là positifs me font envie de continuer. Ouais. Et ça semble pas être un problème pour les autres qu'on a lus aux côtés de la vulnérabilité, mais de son côté, elle réalise vraiment, là, je sais pas, là, elle réalise qu'il y a un aspect en apparence très positif, mais quand tu prends un pas de recul, j'aurais pas fait ces choix-là. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on voit depuis le début là, des témoignages. Ouais. L'expérience de la substance apporte quelque chose de positif éphémère dans le moment, mais tout ce qui est autour est dommageable. Mais, et c'est ça, hein, comme tu l'as dit, c'est que sur le coup, ça n'aura pas une longue durée de vie. Puis après ça, tu as les impacts possibles négatifs. Mais il y en a une partie qui sont évidemment, après le high d'avoir consommé, il y a le down là, qui vient avec. Est-ce que là-dedans, il y a de ça? C'est possible. Et on ne connaît pas non plus la fréquence, on ne connaît pas toute l'historique de la personne. Mais c'est sûr que, c'est ça. Ce que j'aime des témoignages, je trouve que tout le monde est capable de faire de l'introspection. Puis je trouve ça vraiment le fun de lire, d'entendre ça. C'est toi qui me les lis. Mais parce que c'est ça aussi. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de se regarder puis de questionner. Et de questionner justement pourquoi est-ce que moi, je ressens le besoin de consommer. Parce que la substance n'est pas le problème, c'est beaucoup plus le rapport à la substance, puis c'est ça qu'on voit par les témoignages. Complètement. Positif, négatif, entre les deux, je me questionne. Donc, je pense que pour les gens qui nous écoutent, le but, on vous dit pas d'arrêter de consommer. Ah, vraiment pas, là. Mais de vous poser des questions sur votre consommation. Absolument. Puis comme tu l'as dit, tu sais, depuis toujours, l'être humain cherche à augmenter le plaisir dans la vie, à trouver du plaisir, à vivre des échappatoires. Ça fait partie de l'être humain. Puis depuis le début des temps, on a trouvé des trucs pour, justement... altérer positivement l'expérience, oui. Exactement. Alors, c'est correct, mais c'est ça. Est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons, puis est-ce que c'est bon pour nous, tu sais? On va passer aux remerciements. Oh my God, déjà! Premièrement, merci beaucoup d'être venu, puis merci aussi de nous avoir partagé ton expérience personnelle. Je trouve que ça a apporté une dimension très intéressante. J'ai adoré la parenthèse sur le consentement. Et je veux aussi remercier la Maison Jean Lapointe, qui est un organisme qui accompagne depuis plus de 40 ans les personnes touchées par la consommation d'alcool, de d'autres substances ou par le jeu. Elle offre du soutien autant à celles et ceux qui souhaitent se rétablir qu'à leurs proches à travers des programmes disponibles à l'interne et en virtuel. À la Maison Jean Lapointe, il n'y a aucun jugement, seulement de l'écoute, de l'ouverture et de la bienveillance. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, au contraire, c'est une façon de prendre soin de soi et de ses proches. Si vous vivez une situation difficile ou si quelqu'un de votre entourage a besoin de soutien, n'hésitez pas à contacter la maison dès aujourd'hui. Je vais laisser le site web en description d'épisode. C'est une super belle description. Puis au-delà de toute l'aide qu'on donne aux gens qui pourraient avoir des problèmes de consommation, ça fait 20 ans qu'on va dans les écoles secondaires, rencontrer les jeunes, parler de l'alcool et les autres substances. On parle de l'hyperconnectivité, on parle des jeux de hasard et d'argent. Puis, tu sais, à travers ça, les jeunes nous font confiance puis nous partagent des moments. Puis je trouve que
ça nous permet d'envoyer certains petits messages d'éducation par rapport à ce qu'on vient de dire, tu sais, l'estime, le consentement, pourquoi tu consommes, etc., tu sais. Puis, parce que c'est ça, l'histoire des gens qui viennent en thérapie chez nous, c'est là que tu dis, OK, on a un rôle à jouer. Je trouve que ton podcast, c'est une super belle tribune pour parler de ça également. Fait que, tu sais, je tiens à te remercier de nous avoir invités, puis de pouvoir parler de ce sujet-là. Puis je pense que c'est important d'adresser des sujets je pense que les gens ont une gêne à en parler. Fait que je pense que d'aller faire tomber peut-être certains tabous, là, je trouve ça super Puis super les témoignages important. Aussi. Merci aux gens qui se sont mis à nu, qui nous ont parlé de leurs expériences avec la consommation et la sexualité, parce qu'on entend parler de l'un et l'autre, mais pas souvent ensemble. Donc, je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait eu la chance d'avoir accès à ces témoignages-là pour faire du pouce puis éduquer, de se poser des questions sur la consommation. Puis c'est la façon dont je voulais le faire aussi au podcast pour pas avoir non plus l'idée de c'est que négatif, faut pas consommer, mais plus de se poser des questions. Puis je pense que ça a été bien fait. Oui, je pense que oui. Merci encore. Merci, Anne-Elisabeth. Donc, toutes les infos sur la maison sont en description d'épisode. Donc, que ce soit les écoles qui veulent un atelier, que ce soit des gens qui veulent du soutien, les proches aussi, ça, je trouvais ça intéressant. Toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Merci. À la semaine prochaine. Je tiens à remercier nos 2 partenaires officiels qui rendent la saison 4 du balado possible. On a Séduction. Si tu as envie de pimenter ta vie sexuelle ou de mieux te connaître, chez Séduction, on t'écoute, on t'équipe, on te guide. Le plaisir commence ici. Et on a aussi Cul-de-sac, les jeux de conversation intimes créés par Apérosexo où toutes les questions ont été rédigées par des professionnels en sexologie. Donc, que ça soit pour jouer en couple, entre amis, en date, si vous voulez des conversations plus deep, Cul-de-sac est là pour vous avec ses 4 éditions à jouer dans différents contextes. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui rendent ce beau projet possible. Merci à Gabriel Boutin pour la photo de la saison 4, Fred Tagvorian pour la musique, le Studio SF qui nous accueille à toutes les semaines, Small Medium Large qui se sont occupés de tout notre design intérieur. Soyez au rendez-vous tous les lundis. On se voit la semaine prochaine!